La Coupe du Monde de rugby est terminée depuis le 2 novembre dernier. Le tournoi Destination démarre le premier week-end de février. Et entre-temps, le staff de l'équipe de France du duo Galtier-Ibanez va poursuivre donc la mise en place de son projet en essayant d'appliquer une méthode nouvelle pour redonner le goût de la victoire au 15 de France avec l'objectif du Mondial de 2023 en ligne de mire. Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Et nous sommes en compagnie d'Arnaud David et de Denis Capes-Granger, les deux grands reporters du service des sports en charge de la rubrique rugby. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Denis. Bonjour. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Est-ce que le staff du 15 de France de Fabien Galtier a gagné du temps en étant, pour une bonne moitié, Fabien Galtier en tête, déjà présent dans le mondial ? Oui, incontestablement. Parce qu'il a jeté les bases d'un système de jeu que les joueurs garderont en tête, enfin pour ceux en tout cas qui auront la chance de disputer le tournoi 2020, ils ont fatalement en tête les bribes du schéma de jeu qui sera déployé. Oui, parce qu'il y a aussi une méthode de travail et la connaissance des hommes qui a été emmagasinée. Et oui encore parce que ils ont été confrontés à ce qu'attend d'eux maintenant un Thibaut Giroud qui sera forcément une pierre essentielle du staff. Le préparateur physique, Thibaut Giroud, qui était déjà là donc. Oui, qui était là et qui a travaillé pendant toute la Coupe du Monde. Arnaud, c'est le oui, tout à fait. partagé. Je crois que c'était un gain de temps et pour Fabien Galtier dans l'identification des forces et des faiblesses du groupe avec lequel il va travailler, parce que il y a des partants. Les Picamol, Guirado, mais il y a aussi une génération jeune qui était au mondial. Et il faut rappeler que l'équipe de France était une des plus jeunes au niveau de sa moyenne d'âge, malgré les vieux. Ouais, et malgré la présence de la génération des losers. Et donc, donc Fabien Galtier et son staff ont pu parfaitement identifier les forces et les faiblesses de ce groupe, et vice-versa, voilà, les joueurs avec qui ce duo Galtier va travailler ont appris à connaître le bonhomme. Alors, il y a, pour tout vous avouer, je pense qu'il y aura chez certains une forme de défiance, parce que tout n'a pas été forcément fluide, mais ils connaissent l'homme, ses exigences. La méthode. Ils connaissent la méthode, et puis ils connaissent aussi les exigences de Thibaut Giroud, on en a parlé, leur préparateur physique. Et puis voilà, ils vont faire la connaissance du reste du staff, qui est un staff de qualité. On va mettre tout de suite ce bémol, puisque tu l'as introduit, mais Fabien Galtier reste le Fabien Galtier, on va dire, historique, avec son immense connaissance technique. C'est ce qui fait, c'est peut-être le plus beau bagage de ce point de vue-là du rugby français, mais il y a toujours ce problème de relation humaine qui perturbe un peu qui a perturbé son parcours d'entraîneur d'ailleurs, en l'occurrence. C'est les soucis qu'il a eu à Montpellier ou à Toulon. Vous le sentez toujours, ou il a progressé là-dessus, il a changé ? Je pense pas qu'on change quand on a 50 ans. Il se méfie. Là, il va être bien entouré. Il y a Raphaël Ibanez qui le connaît. Il y a des gens dans le staff qui peuvent compenser ses faiblesses. Néanmoins, ces faiblesses, elles existent et elles ont été malheureusement mises en valeur par ceux qui sont partis. C'est-à-dire que Fabien Galtier n'a pas eu forcément des relations excellentes avec Guilhem Guirado, avec Louis Picamol, mais je pense surtout à Guilhem Guirado, qui au Japon s'est pas privé de faire passer la bonne parole entre guillemets sur Fabien Galtier et mettre quelque part en alerte ou créer un climat de défiance autour de Fabien Galtier chez certains joueurs. Voilà. Bon, Guirado est parti. Non, on pense quand même que le problème entre guillemets a été identifié à l'origine, puisqu'il y a Raphaël Ibanez qui est justement là pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages, dans la chaîne de commandement. Tu penses, Denis, toi, que ça va être le staff de... C'est une des questions, toi qui vas être beaucoup confronté à ça. Ça va être le staff du duo Galtier-Ibanez ? En tout cas, c'est comme ça qu'il est mis en scène aujourd'hui par la fédération. La réalité, on la connaît pas vraiment puisque la compétition n'a pas vraiment commencé, mais la première réunion officielle du staff a eu lieu à Montgesty, fief de la famille Galtier. La seconde aura lieu dans les Landes, d'où est originaire Raphaël Ibanez. À chaque fois qu'ils prennent la parole, ils sont tous les deux. À chaque fois qu'ils apparaissent médiatiquement, ils sont tous les deux. C'est fait pour l'instant, fonctionner en binôme. Oui, a priori, ça semble évident. Et c'est un duo... alors, est-ce que c'est un duo ou est-ce que c'est d'ailleurs une équipe ? Parce que vous en pensez, je vais essayer de le résumer moi à ma façon, mais a priori, je crois qu'on l'a même déjà dit ici, jamais l'équipe de France n'a eu un staff d'une telle incontestée qualité, on va dire.
Ah, il y a plein de compétences. Il y a plein de compétences et moi je crois au binôme. Je crois beaucoup à ce que va pouvoir apporter un Raphaël Ibanez justement dans le lien avec l'extérieur, avec les clubs et aussi à l'intérieur. Par exemple, le lien avec Sean Edwards qui peut être une pièce essentielle, du système Galtier. Mais le lien, c'est Raphaël Ibanez, celui qui a donné la confiance à Sean Edwards, l'envie de venir. Bon, c'est le contrat que lui a proposé Bernard Laporte. Précisons-le, Sean Edwards a été un des entraîneurs d'Ibanez. Chez les Wasps. Voilà. Voilà. C'est un de ses mentors. C'est un personnage considérable. On ne mesure pas en France à quel point c'est un personnage considérable chez les Anglo-Saxons. Les Anglais, le Télégraphe a fait, comme nous, un podcast qu'il a consacré autour de Sean Edwards, le Daily Mail aussi, en disant, mais grosso modo, mais comment est-ce qu'on a pu laisser partir ce mec ? Voilà. Qui pendant 10 ans a fait les beaux jours du Pays de Galles. Et qui maintenant... c'est quoi ? C'est avec Gatland, mais c'est trois grands chelems. C'est 3 grands chelems. Et avant, donc avec les Wasps, toujours pareil, dans le même rôle, c'était double champion d'Europe. Les Wasps. Double champion d'Europe, ouais. À ce titre, la rencontre entre Sean Edwards et les joueurs français risque d'être assez intéressante. Le premier entraînement peut être assez cocasse. Ça va être le choc des cultures. Le choc des cultures, c'est mais ça a déjà été un peu... Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, l'arrivée de Thibaut Giroud donc dans sa peau de directeur? Est-ce que ça n'a pas déjà été une forme de choc des cultures? Il n'y a pas quelque chose qui a changé quand même dans le... Est-ce que c'est pas déjà le premier changement qu'a amené Galtier avec Thibaut Giroud ou pas? C'est une question. Hein. On a entendu tout l'été, à distance, les joueurs de l'équipe de France dire on n'a jamais connu ça, on n'a jamais vu ça. Oui, parce qu'il y a eu un parti pris de la part de Thibaut Giroud qui... En fait, il s'est peu soucié finalement de savoir quel pourrait avoir l'impact physique de sa préparation. Il avait un objectif. Donc forcément, ça a ébranlé les joueurs dans leur confort habituel de gestion de leur propre corps. Même s'ils sont des sportifs professionnels, il ne faut pas le minimiser, ils ont l'habitude des préparations poussées. Mais là, on allait encore au-delà de toutes les limites. Moi, j'aime bien son approche. J'aime beaucoup son approche. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur progresse, il ne va pas lui dire « c'est bien, tu as fait des progrès ». Il va lui dire « regarde où se trouve le meilleur du monde ». C'est-à-dire que lui, Thibaut, voilà, il évalue les joueurs par rapport aux meilleurs à leur poste. Voilà l'objectif que tu dois atteindre. Et on ne les conforte pas, on ne leur passe pas de la pommade en leur disant c'est bien, tu as fait des micro-progrès. Vu du Mundillo, c'était assez cocasse d'entendre que certains joueurs disaient avoir perdu des kilos en trop, fait une préparation comme ils n'en avaient jamais fait. Quand on parle de joueurs de l'équipe de France qui ont 50 sélections, c'est assez étonnant quand même. Ça veut dire qu'il y avait quand même un manque à ce niveau-là. Enfin, je ne suis pas en train de faire l'apologie de Thibaut Giroud, je ne sais pas si c'est le meilleur préparateur physique du monde, mais c'est assez étonnant là, de manière très profane, de constater ça. C'est quand même curieux. Ils ont perdu des kilos après. C'est sûr que la préparation était totalement différente par rapport au jeu, à ce qu'ils font en top 14, sur une préparation où ils préparent une compétition qui dure quasiment 9 mois. Là, c'était 4 mois de préparation, donc forcément mis au service d'un système de jeu plus dynamique que ce qu'ils pratiquent en top 14. Donc oui, la perte de poids était évidente, mais ils n'ont pas tous perdu du poids d'ailleurs. Non, pas tous. Non, mais c'était la faiblesse identifiée. Ça veut dire que certains étaient affûtés. Et d'autres non, c'est plus l'optimisation des potentiels de chacun en fait qui cherchait. Un Charles Yvon n'a pas perdu de poids, je crois, notamment. Mais quand les entraîneurs étrangers s'exprimaient, parfois ouvertement, ils le disaient, la faiblesse de l'équipe de France, c'est sa condition physique. On va jouer, déplacer le jeu, parce qu'on sait qu'au bout de 50 minutes, ou au bout d'une phase de jeu de 3 minutes, on sait que les Français vont exploser. C'était surtout ça, c'était un temps de jeu de 3 minutes qui laissait exploser. Et ça n'a pas été le cas. Voilà, on a compensé ce retard. On a commencé à compenser ce retard. Et à Montgesti, à Sean Edwards, on a un peu parlé. Il a raconté que quand il a vu l'échauffement des Français avant le quart de finale, il regarde l'échauffement, il est avec Warren Gatland, il va voir Warren Gatland, il dit regarde, this guy means business. Ça veut dire que, voilà, regarde, les Français là, ils sont dans le coup. Oui, ça veut dire que quelque chose avait changé. Quelque chose avait changé. Même lui l'a vu. Ce quart de finale d'ailleurs, c'est une déception et c'est peut-être la porte ouverte vers la transition et l'espoir à venir. Ça donne... Pour la première fois depuis longtemps dans un match de ce niveau, on a vu l'équipe de France, on ne va pas se retourner éternellement le couteau dans la plaie, mais en mesure de le gagner, et elle aurait dû le gagner, même à 14. C'est ce match-là qui vous fait dire que donc le travail a commencé, on va dire. Oui, il y a eu 35 minutes qui sont de très très haut niveau, hein, qui ont été produites, les 35 premières minutes là, de la première mi-temps. Honnêtement, on a vu une équipe de France conquérante avec de l'enthousiasme,
mordante dans toutes ses prises d'initiative, capable de jouer des décalages dans le bon timing. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps, à ce niveau-là en tout cas. Ouais, moi, ce quart de finale, j'en ferai un point de départ. J'en ferai un point de départ je vais me mettre dans la peau de Raphaël Ibanez. J'en ferai un point de départ, ça doit nourrir une frustration chez tous ceux qui l'ont vécu. Ils doivent se dire, on est resté à quai, on a vu le train des demi-finales partir, mais on aurait dû monter dedans. Et ça, voilà, on doit construire sur cette frustration. On avait les moyens de rentrer dans le carré VIP de la Coupe du Monde. Maintenant, il faut y aller, quoi. Et c'est vrai que là où il est très pratique, c'est qu'il démontre tout ce que cette équipe de France peut produire et tout ce qu'elle doit combattre, puisque toutes les faiblesses qu'elle a sont apparues sur le même match, ainsi que toutes ses forces. Finalement, c'est le meilleur résumé de cette équipe de France. C'est vrai. Et il est pratique aussi en ce sens qu'il a permis, dans mon point de vue, mais j'ouvre la question, il y a aussi dans ce match-là une partie des joueurs qui l'ont joué qui ne seront plus là, sont partis. Et il y a, on va dire, l'ossature, même si d'autres peuvent se rajouter, d'autres auraient pu être là d'ailleurs. On pense à Bamba qui se blesse, mais on a l'ossature de ce que va être cette équipe de France, qui bénéficie quand même de ça, c'est-à-dire d'une nouvelle génération, et plutôt très prometteuse, comme rarement on en a eu ces dernières années. Effectivement, ouais. Après il y a des points d'interrogation, on ne sait pas exactement qui peut prendre le relais en deuxième ligne notamment, puisque Sébastien Vermina, outre le coup de coude quand il était l'auteur ce jour-là, a pris sa retraite internationale. On ne sait pas combien de temps ça durera, mais en tout cas pour l'instant il est hors du coup. Et au poste de talonneur, Camille Chat semble avoir un train d'avance, mais en même temps il y a un Julien Marchand à Toulouse qui semble être prêt à bondir sur l'occasion. Il y a quand même pas mal de petits points d'interrogation dans cette équipe. Au poste d'arrière, Maxime Médard, il a 32 ans. Combien de temps il va jouer? Derrière Maxime Médard, il y a Thomas Ramos. On sait qu'il y a eu des petits soucis pendant la Coupe du Monde. Bon, il y a que 2-3 points d'interrogation sur des postes importants quand même. C'est vrai. Il faut qu'on reconstruise, il faut qu'on rebâtisse un 5 de devant déjà conquérant, parce qu'on a vu qu'une Coupe du Monde, ça gagnait aussi sur les bases, comme toujours, hein, avec le 5 de devant, avec une mêlée, oui. Donc il faut reconstruire un 5 de devant, mais c'est vrai qu'on a eu la confirmation que on avait des joueurs de talent. On a vu qu'un Greg Aldrit, il pouvait physiquement exister au plus haut niveau. Charles Olivon, c'est formidable, ce qui lui est arrivé, c'est formidable. Et voilà, et ce joueur-là, il doit s'inscrire dans la durée, il doit devenir on le savait, un cadre. Quand il a éclos il y a 3 ou 4 saisons, on savait que c'était un potentiel comme ça. On avait fini par désespérer, entre guillemets, force de blessures et de coups durs pour lui. Mais... Et le voir dévorer l'espace pour marquer cet essai contre les Gallois, mais c'est magnifique, et ça nous dit quel joueur il est. Et puis on a vu un Gaël Ficou dans une position de premier centre qui au départ il n'était pas sûr, mais s'imposer et faire des choses qu'il n'aimait pas faire, c'est-à-dire aller au mastic. Et rappeler le joueur qu'il était depuis ses 20 ans. Voilà. Après on connaît la qualité de Romain Ntamak. Romain Ntamak, c'était pas gagné. C'était pas écrit avant ce début de mondial. C'était pas écrit. Il va être soumis partisans, mais voilà, c'était loin d'être écrit. Il va être soumis à une concurrence parce qu'il y a des jeunes joueurs de qualité, notamment à l'UBB, avec Mathieu Jalibert qui arrive. Mais bon, là aussi, il y a aussi Carbonel. Et Carbonel, qui était le numéro 10 titulaire de la génération d'Ntamak, qui l'obligeait à jouer au centre d'ailleurs. Est-ce que c'est pas... Peut-être qu'il s'y replacera. Ça, c'est un luxe qu'on n'a pas connu depuis la nuit des temps, oui. D'avoir cette espèce de choix. Oui, d'autant qu'il y a d'autres joueurs qui s'y ajoutent. Il y en a un qui est un peu sous la ligne des radars pour l'instant, qui s'appelle Antoine Astoy, qui joue à Pau, que Laurent Labitte aime bien, notamment. Sait-on jamais. On est d'accord. Il est jeune. Et on a des Damien Penaud. Damien Penaud qui était un joueur exceptionnel. On a le droit de le dire. Hein, voilà. On a un joueur comme Bamba qui est blessé, mais dont on a déjà une vraie idée du potentiel. On a vu un Ituria rentrer dans le rang, mais on peut imaginer que ce joueur-là... Il reviendra fatalement. Fatalement, voilà. Donc il y a quand même des joueurs, repère qu'on a toujours, c'est-à-dire il y a des joueurs sont-ils susceptibles de postuler à un 15 mondial. C'est le repère à travers les temps. Est-ce qu'on n'a pas de nouveau des joueurs qui sont... qui à terme peuvent... Dans les saisons à venir, peut-être. Dans les saisons à venir, hein, on est d'accord. Alors qu'il il ne ferait pas forcément... Un Antoine Dupont, il est souligné par toute la presse internationale. Voilà. Le voit gros comme une maison, on est d'accord. Donc ça, c'est un des atouts. Un autre des atouts de ce nouveau staff, est-ce que c'est pas que le contexte politique, on va dire, a l'air plutôt favorable en ce moment
peut-être falloir que vous l'expliquiez, vous les spécialistes, et pourquoi et comment. Mais je crois qu'il y a la volonté de la Ligue de travailler avec la fédération. Alors il y a des accrochages. Il y a des accrochages pour des choses annexes. La commission, les décisions d'une commission d'appel, le salary cap. Mais dans le fond, il y a, je crois que chez tous les présidents de club et à la Ligue, la prise de conscience que 2023 était un rendez-vous essentiel pour le rugby français. Il ne fallait pas le louper. Et pour ne pas le louper, il faut donner des moyens à l'équipe de France. Donc il va y avoir des négociations de marchands de tapis comme d'habitude. On va se disputer sur le prix d'une indemnité joueur. Mais sur le fond, les planètes sont à peu près alignées. On a vu à quelle vitesse là, la demande de Fabien Galtier de pouvoir bénéficier de 42 joueurs pour travailler sur le tournoi Destination avait été adoptée. Ça va se discuter encore. On va discuter argent. On va discuter argent mais le principe, il est acquis. Donc Ça, Denis, ce processus, la technique, les 42 joueurs, la liste initiale, c'est nouveau aussi et c'est important. C'est surtout pour servir la méthode de travail de Fabien Galtier qui aspire à faire plus d'oppositions en semaine pour préparer les matchs. Son argument à l'attention des entraîneurs de club et des présidents de club, c'est que les joueurs vont s'entraîner, cette fois-ci véritablement, alors que par le passé, un joueur pouvait rester en marge de l'équipe dès le début de la semaine qui allait jouer. Là, ils seront tous impliqués et donc ils ne seront pas désentraînés, c'est le terme qui est revenu à la mode ces dernières semaines, c'est-à-dire un joueur qui, au lieu de faire, je caricature, 14 km dans une semaine, était tombé à 7 quand il allait à Marcoussis. Là, normalement, le joueur devrait continuer à s'entraîner normalement et donc à rester compétitif pour un retour en club. Alors après, il y a bien des obstacles, parce que effectivement, il y a un alignement de planètes aujourd'hui, mais c'est un petit peu comme après toutes les Coupes du Monde, tout le monde dit on est d'accord, on veut faire des efforts. On va voir maintenant comment, à quel point les entraîneurs du top 14 acceptent d'ouvrir leurs portes et de laisser les entraîneurs du 15 de France s'immiscer dans le quotidien de leur effectif. Il y a quand même déjà quelques petites réticences, parce que autant d'un point de vue, c'est Hugo Mola qui l'a déjà déclaré dans une interview à l'équipe, autant ils sont d'accord pour le suivi physiologique du joueur, qui est un suivi total, autant sur l'aspect technique, ils sont un petit peu plus réservés. Oui, c'est sous-entendu, on veut voir personne sur le terrain, quand même. C'est aussi clairement dit que ça. Et... C'était clairement exprimé. Puis il y a des réticences, il y a d'autres joueurs, d'autres entraîneurs de clubs qui en ce moment occupent les premières places du top 14, qui ont été sollicités pour des rendez-vous par des membres du staff de France pour des rendez-vous et qui lèvent des sourcils circonspects en se demandant qu'est-ce que ça peut leur apporter, quoi. Un entraîneur qui serait situé à Bordeaux, par exemple dans cette sphère géographique. D'accord. Ça pourrait être Christophe Furios, qui effectivement ne fait pas partie de ceux qui ont été consultés dans un premier temps, puisque je pense qu'ils avaient consulté Hugo Mola, Franck Azema. Et c'est-à-dire qu'il y a un petit comité de suivi qui était constitué de Laurent Travers, Franck Azema et Hugo Mola, ce qui est normal. Du Racing de Clermont. Les trois premiers pourvoyeurs pour essayer de travailler justement, de mettre en place un système, un suivi. Alors en plus ce suivi, il portera pas simplement, il va porter sur plein de choses. Il va y avoir la mise en place d'un logiciel commun à tous les clubs et qui permettra justement de savoir la charge de travail d'un joueur à l'instant T. Il sortira de l'entraînement, on saura, l'entraîneur de l'équipe de France pourra regarder ce qu'il a travaillé, à quelle intensité. Enfin voilà, on va travailler, c'est formidable, on va travailler comme les autres travaillent en Angleterre, depuis une décennie. Avec là encore un tout petit bémol, c'est-à-dire que le système à la française, il va fonctionner sur la bonne volonté. Et que Fabien Galtier pourra pas dire, ou Raphaël Ibanez ne pourront pas appeler Christophe Furios pour lui dire dis donc Christophe, Mathieu Jalibert, il a déjà fait 5 matchs consécutifs, là, il faudrait le mettre au repos le 6e, ce qui se passe par exemple en Irlande où Joe Schmidt peut intervenir sur qui joue pas, à quel poste. Ou Hugo Mola, je voudrais que tu fasses jouer Mylène Tamek systématiquement en 10. Voilà. Comme effectivement les autres entraîneurs. Déclaration d'intention du mois de novembre pourrait être des fins de non-recevoir en mars prochain quand la pression du championnat va monter. Et que les blessures vont commencer à s'accumuler avec des joueurs fatigués. Après quelques blessures pendant le tournoi, normalement, ça devrait mettre de bonne humeur les entraîneurs du top 14. Alors le tournoi, Denis, cette année, on est une année paire. Historiquement, c'est plutôt les années qui nous réussissent, tout simplement, parce qu'on a trois réceptions. Cette année,
On débutera donc par la réception de l'Angleterre, ensuite on enchaînera toujours à domicile. 2 février, c'est ça l'Angleterre, hein. Ouais, tout à fait. Ensuite on enchaînera par la réception de l'Italie, après 2 déplacements au Pays de Galles et en Écosse, et pour finir, c'est la réception de l'Irlande. Un calendrier a priori favorable, sachant qu'il y a quand même l'Angleterre, un gros morceau. Faut commencer par le plus gros. Voilà, là je pense qu'on saura à quoi s'en tenir. Où l'on se rappelle que l'équipe de France n'a plus gagné le tournoi depuis 2010. Donc, on va souffler la 10e bougie, c'est formidable, n'est-ce pas? Et c'était un grand chelem d'ailleurs. Arnaud démarré par l'Angleterre, c'est peut-être pas ce qui peut arriver de pire, parce que ça peut formidablement lancer ce 15 de France. Tout à fait. Et puis il faut se dire aussi que les Anglais, contrairement à nous, les saisons précédentes, les Anglais ils progressent au fil du tournoi. Ils vivaient dans cet environnement qui était hyper compétitif créé par Eddie Jones. Et donc plus on avançait dans la compétition, généralement, et meilleurs ils étaient. Nous, c'était pas vraiment le cas parce qu'on se désentraînait. Là, on les prend d'emblée. Ils seront tout juste revenus dans l'environnement du squad anglais. Et nous, j'espère que l'équipe de France, elle sera pleine d'énergie, pleine de volonté et pleine d'envie de démolir la 2e meilleure nation mondiale. Denis, tu crois toi à cette entrée rêvée? Et éventuellement une victoire française dans le tournoi? La victoire française dans le tournoi, là aujourd'hui tout de suite, je ne vais pas m'engager aussi loin, mais en tout cas, l'Angleterre c'est l'adversaire idéal, c'est pour rentrer dans la psyché française de l'exploit. Voilà, on est premier match, parfait. L'Angleterre, le plus gros morceau. Et si cette victoire arrive, est-ce que c'est pas l'occasion idéale pour derrière enfin renouer avec vu le calendrier, derrière c'est une autoroute jusqu'à l'Irlande, hein, c'est ça. Si on évite le piège du Pays de Galles qui sera en reconstruction, vu que Warren Gatland est parti d'ailleurs, effectivement, il y a un France-Irlande qui pourrait être décisif dans un scénario rêvé pour une obtention d'un. En sachant que. Chelem, mais là on fantasme un peu. Non, est-ce que c'est pas du fantasme, mais est-ce que, hormis les Anglais qui, a priori à ce stade sont quand même meilleurs que les Français là au jour J, mais est-ce que les Irlandais et les Gallois sont pas des équipes qui vont connaître un sérieux brassage, ces équipes qui vont. Elles connaissent des révolutions en tout cas. L'Irlande, il y a Joe Schmidt qui a quitté son poste. Au Pays de Galles, c'est Warren Gatland et donc Sean Edwards, qui était l'un des piliers de cette sélection. Du côté joueur aussi. Du côté joueur, du côté gallois, on a eu beaucoup de blessés. On se rend compte qu'ils ont quand même qu'ils ont travaillé avec un effectif limité. On voit bien en Coupe d'Europe que leur province fonctionne pas vraiment. Elles sont pas les Ospreys qui devraient être les meilleurs, prennent des tôles en Champions Cup. Quant aux Irlandais, je crois que les Irlandais ils ont une énorme gueule de bois. Au niveau de l'équipe nationale, c'était vraiment une désillusion. On a mal parlé de Joe Schmidt de l'intérieur, on a critiqué le système, etc., l'incapacité du système à évoluer. Bon, seulement leur province, elle reste quand même assez costaud. Ils conservent une assise provinciale forte et avec des joueurs prometteurs, les Carbery, les Larmore, les James Ryan, tout ça, c'est jeune et bon. Alors donc, vous ne mouillez pas trop les gars? Les Français, ils le gagnent ce tournoi ou pas? Allez, donnez-moi une place. 2e, 1er? Et 2e. Arnaud? Allez, je vais me mouiller, oui, 1er. On se retrouvera peut-être d'ici là. Aïe. Et en attendant, on fera les comptes. Voilà. Merci messieurs. Oublié de donner la mise pour Arnaud. Merci, à très bientôt. Merci. Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, vos suggestions à podcast@sudouest.fr. Retrouvez également tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous au Sportcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, iTunes et Google Podcast. Voilà, je vous dis à bientôt.